Bon, c'est bien, ça va nous permettre Oui, de discuter. de discuter. Bon, Hein, je pense voilà. que j'ai une lourde responsabilité en décalant d'une semaine. Ça a dû mettre le désordre dans les anticipations des uns et des autres. Et je m'excuse auprès de toi, Philippe. Non, il n'y a, C'est y a à aucun cause de problème. ça que, effectivement, on a un effectif réduit, mais tu vas être filmé pour l'éternité. Et je pense quand même que ça vaut le coup si tous les trois, on représente le groupe du séminaire et que tu puisses faire ta conférence en bonne et due forme. Donc, cher Kevin, tu es psychologue à l'Institut Mutualiste Montsouris. Alors, la coutume ici au premier chapitre, c'est que si tu veux en dire un peu plus sur ton ancrage professionnel, tu peux le faire au moment qui te convient. Et donc, le titre que tu m'avais donné pour effectivement le programme, c'est le marché des ovocytes, panorama des pratiques et des enjeux éthiques. Voilà. Donc, je te passe la parole et prends donc bien ton temps puisque on a il faut qu'on évacue les lieux à 19h, 19h15. Bon, merci. Merci pour cette proposition. Je vais rentrer dans le vif tout de suite. Alors, en 2002, un couple de femmes s'est présenté dans une clinique américaine pour recevoir un don de sperme. Toutes deux sourdes et membres actifs d'une communauté de sourds, les deux candidates réclamaient que la clinique leur vende les gamètes d'un donneur appartenant à une lignée de sourds sur plusieurs générations. Pour elles, inséminer le sperme d'un donneur sourd devait augmenter la probabilité d'avoir un enfant sourd, et en raison de leur attachement au mode de vie de cette communauté, elles auraient regretté de mettre au monde un enfant non sourd, incapable de partager la même expérience existentielle qu'elles. Ce cas a suscité une controverse d'une grande ampleur aux États-Unis sur le point de savoir s'il est éthique de sélectionner des gamètes en vue de priver, tout autant que d'augmenter les qualités génétiques d'un enfant. Il constitue l'un des nombreux exemples de l'extrême diversité des pratiques qui entourent l'aide médicale à la procréation, une diversité qui fait dire à Geneviève Delézy de Parseval que la reproduction repose aujourd'hui sur une cuisine que chaque individu aménage selon ses sensibilités, ses orientations sexuelles, ses désirs, ses possibilités. Le terme de cuisine offre un premier point d'entrée pour définir la procréation médicalement assistée. Parce qu'elle se réfère à la fois à un espace, le lieu où l'on travaille la matière alimentaire, et à un processus, une action, un verbe, cuisiner, la double origine du latin coccina offre une métaphore pertinente pour définir l'AMP à la fois comme une technique de manipulation des gamètes en vue de déclencher une grossesse, et comme un lieu, un espace médical, relationnel et psychique que l'on peut appeler la scène conceptionnelle. Cette distinction entre thérapie de l'infertilité et scène médicale se double d'une seconde distinction entre la procréation et l'engendrement. Ce second terme mettant davantage l'accent sur la dimension signifiante, intentionnelle, réunissant plusieurs participants de l'AMP, qu'il s'agisse de biologistes, donneurs, médecins et bien sûr de l'enfant imaginaire lui-même. Si l'AMP a longtemps été définie comme une thérapie de l'infertilité, cette définition restrictive s'avère de moins en moins satisfaisante face à trois évolutions majeures. L'apparition sur la scène sociale des enfants nés du don, l'ouverture de l'AMP aux demandes des couples homosexuels et la cryoconservation des ovocytes pour des raisons non médicales oblige à abandonner cette vision réductionniste de l'AMP. De ce point de vue, les demandes sociétales et médicales ne sont pas en opposition, mais unies par une relation d'englobement. L'infertilité médicale ne constitue plus le critère de prise en charge de ces couples. À ce stade, une troisième distinction s'impose. Il est courant de souligner que l'AMP dissocie reproduction et sexualité, et en ceci qu'elle renverse la dissociation entre sexualité et reproduction introduite par la libération sexuelle des années 70. On ajoute en général que ce régime de dissociation scinde la paternité en deux, biologique et sociale, et la maternité en trois, biologique, sociale et gestationnelle, ce qui a conduit à remettre en question l'adage selon lequel le père est incertain et la mère toujours certaine. Tout ceci est vrai. Mais cette dimension de dissociation entre sexualité et reproduction n'est pas théorique. Elle s'incarne dans un processus conduisant à penser, à voir et à se représenter les gamètes non plus comme un matériel in vivo,
mais comme un matériel in vitro. Si les sciences sociales et la psychanalyse se sont beaucoup intéressées à la question des zones, d'abord des orifices puis des enveloppes, celle des matériaux du corps a suscité un moindre intérêt. Pourtant, par l'intermédiaire de l'AMP, les fluides du corps tendent à exiger aujourd'hui un travail de symbolisation. En ce qui nous concerne, j'essaierai modestement de vous expliquer comment des ovocytes, matériel biologique et reproductif féminin longtemps rattachés à l'intériorité, se sont imposés comme des objets hybrides situés en dehors du corps féminin. Cette extracorporéité a entraîné des conséquences majeures dont j'essaierai de vous présenter un rapide panorama à partir d'un cas clinique. Parce qu'elle interroge nos représentations de la construction de la parentalité, parce qu'elle nous expose à des défis et des dilemmes éthiques, l'AMP oblige en retour à une réflexion sur la juste position clinique à adopter pour nous autres psychologues cliniciens. C'est ce cheminement que je vous propose de faire ensemble. Alors, Ariane se présente à la consultation de psychologie du centre d'AMP avec une demande affirmée. Elle souhaite choisir sa donneuse d'ovocytes. Cette femme de 41 ans ne comprend pas pourquoi la loi de bioéthique de 1994, révisée en 2021, qui organise le don d'ovocytes, prévoit que le choix de la donneuse d'ovocytes ne puisse être réalisé que par l'équipe médicale et non par la patiente receveuse elle-même. Ariane poursuit, ce qu'elle veut, c'est pouvoir choisir une donneuse intelligente. Pas une caissière, ajoute-t-elle. Ariane vient d'achever sa dernière fécondation in vitro sur un échec et aborde le don d'ovocytes avec l'espoir de tomber enceinte après 8 années de traitement en AMP. Le service d'AMP lui a proposé de recourir à une donneuse française, mais Ariane est intraitable. Elle préfère renoncer au don d'ovocytes plutôt que de recevoir des ovocytes qui n'auraient pas été soumis à des examens génétiques approfondis. Plutôt rien que ça. Ariane m'explique que l'examen génétique de la donneuse se limite en France à un karyotype, alors qu'en Californie, on peut choisir sa donneuse sur un catalogue. Ma perplexité silencieuse semble autoriser Ariane à poursuivre. S'estimant elle-même d'une intelligence supérieure à la moyenne, elle ne voit aucune raison de ne pas sélectionner ses ovocytes et sa donneuse. Froide, mécanique, son énonciation m'évoque le célèbre patient du texte de Pierre Marty et Michel de Musan, dans la pensée opératoire. À son image, Ariane se tient à la plus étroite matérialité des faits. Munie de son bloc-notes, elle note scrupuleusement ce que j'ai dit, mais sa parole ne fait qu'illustrer au plus près son action, elle n'implique aucune élaboration, ne laisse entrevoir aucun conflit psychique et aucune expression d'affect. Je suis bien en peine de comprendre la demande de cette patiente qui, à chacune de mes interventions, me rétorque qu'elle ne comprend pas où je veux en venir. Calme mais déterminée, Ariane restera aussi arc-boutée sur son exigence d'une donneuse intelligente que sur sa résistance à un travail d'orientation psychanalytique qui prendra fin après quelques séances. Depuis l'adolescence, la vie amoureuse d'Ariane s'est heurtée à une indifférence portant sur la sexualité. Ce n'est pas que j'aime ou que je n'aime pas le sexe, j'y suis insensible. Me prenant à partie, Ariane m'explique que MeToo a levé le voile sur une évidence même. La pénétration n'intéresse personne. Pas elle, en tout cas. Bien qu'elle n'emploie pas le terme de « asexuel », Ariane m'évoque le roman d'Alice Fernet, L'intimité, qui décrit l'itinéraire d'un personnage singulier, Alba, qui désire intensément être mère tout en refusant de se prêter à des relations sexuelles et de tomber enceinte. « J'ai le droit de procréer de façon non coïtale », explique l'héroïne de ce roman troublant. Ariane formule en des termes différents son droit, à elle aussi, de construire son projet d'enfant à la carte et de faire appel à l'AMP comme une suppléance aux défaillances de l'économie érotique de son couple. Toutes deux ne lâchent rien. Leur affirmation négative est intraitable. Rien n'entrera en moi. L'attitude d'Ariane à l'égard de sa donneuse entretient des liens étroits avec la sélection alimentaire des patientes anorexiques. Il n'est pas surprenant qu'elle ait connu des troubles du comportement alimentaire sévères à l'adolescence. Comme le souligne Maurice Corcos, la prévalence des troubles du comportement alimentaire en AMP est 5 fois plus importante que dans la population générale. L'auteur met en évidence comment les défenses anorexiques des patientes s'articulent à des défenses portant sur la génitalité. Pour Ariane, le déplacement se serait opéré également sur le don, comme si le don d'ovocytes était perçu sur le plan psychique comme une matière alimentaire sur laquelle s'exerce le choix d'avaler ou de cracher. Mais entre accepter l'étranger, inquiétant, inconnu, venu d'une autre femme,
et refuser de devenir mère, Ariane semble pencher en faveur du refus. L'absence de désir, l'absence de sexualité et l'absence de conjoint, lui aussi considéré comme insuffisamment intelligent, donnent à son projet les accents d'une conception solitaire et narcissique. Il n'est pas fréquent de croiser des patients comme Ariane dans nos services. L'extrémisme de sa démarche nous informe néanmoins de l'existence d'une réalité très présente aux États-Unis. La trajectoire d'Ariane peut ainsi être abordée comme une loupe grossissante des paradoxes, malaises, défis suscités par la commercialisation des parties du corps humain. Une simple recherche sur Internet, à l'aide du mot-clé « Smart Egg Donor », suffit à me convaincre qu'Ariane n'est pas non plus un cas isolé. Nombreuses sont les patientes qui sélectionnent aussi leur donneuse d'ovocytes et, profitant de la souplesse de la réglementation fédérale depuis la fin du mandat de George Bush, cliniques de fertilité, professionnels médicaux, banques de gamètes, juristes et laboratoires ont contribué à l'émergence d'un vaste marché des ovocytes, dont la valeur est estimée entre 5 et 7 milliards d'euros. Aux États-Unis, le recours à l'AMP relève de la jurisprudence fédérale et non de la loi. Il appartient à la sphère privée, protégée par un droit constitutionnel à la vie privée. Chaque État légifère dans des domaines qui lui sont propres et le marché californien est réputé pour des pratiques permissives qui attirent une clientèle internationale riche. Résultat des premières vitrifications d'ovocytes, j'y reviendrai, qui ont permis de conserver et par conséquent d'échanger, de monnayer des ovocytes, ce marché a connu une croissance exponentielle depuis les années 2000. À la différence du marché des spermatozoïdes, il est structurellement caractérisé par une pénurie d'ovocytes, pour deux raisons. D'une part, le caractère invasif du don, et non dénué de risque, de la ponction ovarienne qui dissuade certaines candidates, et d'autre part, en raison d'une sélectivité accrue des donneuses par les agences de fertilité. Pour ces deux raisons, rareté et sélectivité des dons, une forte pression s'exerce sur les prix, et l'enjeu des agences de fertilité est de recruter un maximum de donneuses. Utilisé par des agences de fertilité comme un outil marketing, le développement d'Internet a bien sûr eu de nombreux effets sur les transactions d'ovocytes aux États-Unis. Il a mis à la portée des couples étrangers des informations sur la façon de se procurer des gamètes et de choisir les donneuses désirées. Sur le modèle des banques de sperme, se sont développées des banques d'ovocytes qui stockent les gamètes en permettant aux intermédiaires de procéder à un commerce lucratif de donneuses et en proposant des catalogues en ligne. Alors, accessibles aux tout venants, ces sites présentent pour chaque donneuse un trombinoscope accompagné d'une photo, dont des photos d'elle enfant, d'un échantillon de son écriture, de son dossier médical, d'un ou plusieurs mots destinés au couple receveur, d'une description personnelle d'elle, de ses hobbies, croyances, passions, professions, préférences culinaires et évidemment du niveau d'études. À l'image de ces sites de rencontres, les agences de fertilité proposent un benchmarking de donneuses abritées derrière son écran et de régler le bon niveau d'information que chacun veut, anonymat, information non identifiable, identification, rencontre de visu, etc. Ce qui n'est pas possible en France. En ce qui concerne le prix du don, les donneuses perçoivent entre 5 000 et 15 000 $ pour la réalisation d'une ponction, mais les prix peuvent atteindre 50 000 $ pour une vingtaine d'ovocytes issus d'une donneuse au phénotype rare, c'est-à-dire métisse, asiatique ou noire. À l'image du principe qui régit les contrats de GPA, No Baby, No Money, la règle est claire, si la ponction de la donneuse d'ovocytes ne permet pas d'obtenir suffisamment d'ovocytes, elle n'est pas rémunérée. No egg, no money. Les pratiques offrent un choix extensif aux commanditaires qui peuvent aller jusqu'à choisir des paramètres religieux et les prix d'une donneuse juive ou musulmane sont supérieurs à la moyenne. Une donneuse étudiant à Harvard peut vendre ses ovocytes jusqu'à 75 000 €. Le corollaire de cette logique, c'est bien entendu de devoir sélectionner les donneuses. Alors la fertilité, l'âge, les antécédents médicaux ou psychiatriques ou encore le karyotype constituent les principales normes permettant de pouvoir effectivement donner. L'exemple caricatural de cette sélection de donneurs tient dans le projet de l'homme d'affaires américain Robert Graham, qui entre 1980 et 1999 avait même fondé une banque de sperme exclusivement réservée aux lauréats du prix Nobel. Outre son caractère eugéniste, l'anecdote de la Germinal Bank révèle la logique sélective dissimulée derrière le don de gamètes. Tout le monde ne peut pas donner. Mais allons plus loin. Je fais l'hypothèse qu'elle révèle aussi les origines vétérinaires de l'AMP.
dont l'histoire est indissociable de la sélection des pédigrés animaux dans le milieu agricole. À ce propos, Jacques Testard, biologiste, qui participait aux premières FIV avec René Friedman, avait été formé à l'école d'agro et reconnaissait cette filiation entre l'AMP humaine et les techniques vétérinaires. Qui dit filiation entre ces deux techniques dit à la fois émancipation, et dans ce cas-là, l'AMP humaine est un processus incomparable aux techniques vétérinaires, mais aussi régression. Et il n'est pas rare d'entendre les patientes en AMP utiliser la métaphore bovine pour parler de leur vécu. La banque de sperme américaine Cryobank révèle ne retenir que 1% des donneurs de gamètes. 1%. Nicolas Théa et Marie-Jo Bonnet résument « Ces pratiques eugénistes ont un air de famille avec celle du Lebensborn, organisé par l'État nazi. Rappelons qu'il s'agissait d'apparier un homme et une femme parfaitement ariens, au capital génétique aussi parfaitement arien que possible, pour faire un enfant purement arien. » Et de conclure « L'arianité n'est plus de mise, mais le mythe de la perfection trouve de nouveaux adeptes. » Avant de continuer, c'est un premier repérage, un premier tableau, mais avant de continuer, je vous propose peut-être un tout petit détour sur la question du don d'ovocytes en tant que tel. Le don d'ovocytes renvoie à une pratique permettant à une femme fertile qui produit des ovocytes de pouvoir les donner à celles souffrant d'insuffisance ovarienne ou de ménopause précoce. Il s'adresse donc aux femmes infertiles en leur permettant de tomber enceintes à l'aide du matériel biologique de leur conjoint ou, dans les cas de couple de même sexe, d'un donneur de spermatozoïdes et des ovocytes d'une donneuse. La technique des ovocytes, du don d'ovocytes, est la même que celle de la FIV, de la fécondation in vitro. La donneuse s'expose d'abord à une stimulation de l'ovulation afin d'augmenter la maturation des ovules, puis à une ponction folliculaire par voie vaginale, le plus souvent sous anesthésie générale. Les ovocytes sont aspirés, puis isolés du liquide folliculaire. C'est intéressant de voir que c'est un liquide pourpre, réfringent. Et ils sont fécondés ensuite aux spermatozoïdes de conjoint, et l'embryon ainsi obtenu peut être soit transféré frais, donc quelques jours après dans l'utérus de la receveuse, soit être congelé en vue d'une utilisation future. C'est important de mesurer l'ampleur du changement qui s'est produit, d'en mesurer le vertige, comme dit François Ansermet, c'est-à-dire à la fois l'angoisse, l'attraction, la fascination que ça peut susciter. Comment un objet cellulaire interne au corps féminin, issu d'une zone invisible, aux contours mal définis, aux atteintes invérifiables, qui pour nous autres cliniciens, proches de la psychanalyse, ne peut être qu'une zone soumise à un refoulement. Comment cet objet en est donc venu à se présenter comme un matériel biologique externe, détaché de ses origines organiques? Pour le dire autrement, comment penser le changement d'environnement qui a affecté les ovocytes, passant de l'état in vivo ou in utero à celui d'in vitro? Comment cette traversée des limites du dedans au dehors, de l'organe à la cellule, du corps de l'une au corps de l'autre, traversée dont la clinique du don d'ovocytes montre ce qu'il requiert de dépenses psychiques pour être intégré et traité psychiquement, comment cette traversée a-t-elle été possible? Alors, c'est là qu'on rentre un peu dans la technique. Si le don d'ovocytes existe depuis 1987 en France, son utilisation s'est heurtée longtemps à un obstacle technique, souvent méconnu. À la différence du spermatozoïde, la congélation à basse température endommageait les ovocytes en raison de leur forte concentration en eau. Lors de la décongélation des ovocytes, la structure de ces derniers était détériorée par le processus de refroidissement. Cette différence essentielle entre spermatozoïdes et ovocytes impliquait de devoir réaliser des transferts d'embryons frais. Mais ces transferts nécessitaient une chorégraphie tout à fait particulière dans l'AMP qui se révélait impossible en matière de don d'ovocytes. La première raison, la plus évidente, c'est que si vous synchronisez les cycles d'une donneuse d'ovocytes et d'une receveuse, dans un même laboratoire, elles risqueraient de se croiser. Sans compter la présence des hommes qui viennent faire leur recueil de spermatozoïdes également. La scène de la salle d'attente serait à l'image d'une scène de vaudeville, avec des entrées et des sorties, comme ça peut être le cas dans les services américains. La seconde, c'est qu'un don d'ovocytes frais, c'est-à-dire sans recourir à une congélation de gamètes, implique une préparation simultanée de la donneuse et de l'endomètre de la receveuse. Une telle démarche reviendrait à réaliser les soins sur la receveuse sans certitude du taux de succès de la ponction de la donneuse. Au moins pour ces deux raisons, le don d'ovocytes a été très longtemps difficile, voire impossible, faute de savoir comment stocker des ovocytes pour maintenir leur potentiel de fertilité. Ce n'est qu'à la fin des années 90, très tardif donc,
bien après Louise Brown en 78, bien après Amandine en 82, qu'une technique de conservation dans l'azote, qu'on appelle ça cryoconservation, qui est appelée vitrification, a permis la congélation rapide des ovocytes accompagnée de sa déshydratation. À la différence de la congélation lente, la vitrification s'accompagne d'une déshydratation en 10 minutes. Elle est une technique de congélation qui a produit une révolution silencieuse d'une très grande ampleur dans l'AMP et plus généralement dans la reproduction humaine. En permettant d'isoler les gamètes féminins, elle a donné son essor au don, certes, mais aussi à la congélation des ovocytes pour préservation de fertilité et enfin à la GPA. Derrière ce même geste, 3 pratiques qui ont conduit à l'émergence d'un modèle économique caractérisé par la présence de banques d'ovocytes au sein du dispositif économique. Martin Segalen résume, les techniques de congélation des gamètes femelles ouvrent un marché international aux produits du corps humain, ce que Deborah Spar appelle le baby business ou le egg market. Bon, une parenthèse quand même. Si vous faites la somme des opérations nécessaires pour avoir un don d'ovocytes, à savoir une ponction sous anesthésie générale, une difficulté de conservation des ovocytes, les risques d'identification de la donneuse, on comprend quand même la contrainte qui a pesé sur la féminisation des dons. Alors, on dit souvent, par exemple, Irène Théry dit souvent que le modèle français des gamètes est genré, qu'il a été construit à partir du modèle des dons de spermatozoïdes et donc d'une culture du secret. C'est vrai. C'est vrai que c'est pour protéger les hommes, ne pas blesser leur virilité, que le don de gamètes est longtemps resté une pratique secrète. Mais il faut quand même rappeler que cette construction genrée prend appui sur une différence matérielle entre les gamètes des hommes et des femmes. Il existe des propriétés, des résistances, une quantité, un mode de production des gamètes tout à fait différent selon qu'on est un homme ou une femme. De même, une femme qui reçoit des ovocytes ne fait pas l'économie d'une grossesse, tandis que la contribution biologique d'un homme à la procréation est nécessairement moindre. Biologique. Ça paraît évident, et pourtant cette approche matérialiste est parfois traitée comme une donnée secondaire. Bon, finalement, je voudrais rentrer un peu dans le détail de ces 3 techniques. La première, c'est la cryoconservation, on en a parlé. Le grand changement, c'est qu'elle a donné une valeur aux ovocytes. Valeur inexistante jusqu'à présent, puisque le don de sperme permettait de contourner l'infertilité masculine. Les ovocytes, eux, ne constituaient pas, jusqu'à la cryoconservation, un espoir de traitement. Ils le sont devenus. Donc les ovocytes deviennent un espoir pour les femmes infertiles. Ça, c'est un changement tout à fait important, parce que ça a ouvert, si vous voulez, des possibilités quand même pour ces patientes qui n'avaient jusqu'alors pas de grande chance de tomber enceinte. La cryoconservation a constitué par ailleurs, au niveau social, une réponse face aux contraintes dictées par l'horloge biologique, contraintes rendues de moins en moins acceptables par l'augmentation du taux d'activité des femmes et du changement des mentalités. En décalant le temps de l'extraction des ovocytes de celui du déclenchement de la grossesse, en dissociant l'événement de l'ovulation de celui de la nidation. La cryoconservation, pour raison de fertilité, a introduit une marge supplémentaire pour échapper à la baisse quantitative et qualitative de la réserve ovarienne des femmes. Elle leur donne les moyens d'entreprendre des actions de préservation de l'infertilité pour préparer et anticiper cette baisse. Cette solution, face aux angoisses liées au vieillissement, rencontre un vif succès. En France, elle n'est plus assujettie, la préservation des ovocytes, à une raison médicale depuis la loi de 2021. Décaler la maternité d'une génération, quand on est une femme, offre également, en tout cas au niveau manifeste, une promesse de parité avec les hommes et allège la pression ressentie par certaines lors des rencontres amoureuses tardives. Ceci étant, en proposant à leurs salariés d'inclure dans leur package de rémunération une cryoconservation d'un montant de 20 000 € par an, Facebook et Apple montrent les risques d'exploitation ou de pression auxquels cette technique supposée émancipatrice les expose. Qui, de l'employeur ou de l'employé, bénéficie le plus de cet ajournement de la maternité ? Pourquoi les pouvoirs publics et les entreprises privées n'investissent-ils pas plutôt dans des dispositifs d'accompagnement à la parentalité et dans des actions de conciliation de la vie professionnelle et personnelle, notamment dans les grossesses jeunes ? Comment consent-on à la logique de marché ? Comment consent-on lorsque la logique de marché se mêle à tel point à la trajectoire intime, singulière et nécessairement surdéterminée du désir d'enfant ?
Voilà autant de questions qui sont au cœur du débat féministe entre les tenants d'une vision selon laquelle les progrès de la biologie constituent une émancipation et celles qui soutiennent au contraire que les femmes sont les premières victimes des progrès qu'elles réclament. On trouve un conflit du même ordre au sein du discours féministe en ce qui concerne la GPA. Il faut quand même en dire un mot. Même s'il s'agit d'ovocytes, je montrerai quand même que ce ne sont pas des pratiques qui sont clivées. La GPA est un contrat commercial comportant un ensemble de clauses, notamment médicales, qui prévoit qu'une femme appelée mère porteuse ou gestatrice portera l'enfant d'un couple déclaré infertile. Au terme de la grossesse, elle le remet aux parents d'intention au prix d'une séparation dont les effets sont encore mal documentés aujourd'hui, malgré quelques procès d'envergure aux États-Unis. En théorie, l'embryon constitué à partir du matériel biologique des parents d'intention est transplanté dans l'utérus de la femme porteuse. Cependant, lorsque la GPA est une technique utilisée par les femmes infertiles ou par des couples d'hommes homosexuels, comme c'est la majorité des cas, il est fait appel à une donneuse d'ovocytes. En somme, la GPA engage donc 2 parents d'intention, une donneuse d'ovocytes et une femme porteuse, 4 protagonistes. Pendant longtemps, en fait, pendant longtemps, la GPA était réalisée avec les ovocytes de la femme porteuse. C'est-à-dire que la femme porteuse donnait finalement ses ovocytes, portait l'enfant avec le spermatozoïde du conjoint. Simplement, il y a eu une affaire, disons, on pourra en parler, qui s'appelle Baby M aux États-Unis, qui a été marquée par le refus de cette femme porteuse de donner l'enfant au moment de la naissance. Parce qu'en fait, une GPA faite dans ces conditions-là, la mère porteuse cumule l'événement de la grossesse, le matériel biologique, puisqu'elle donne ses ovocytes. Donc on a décidé de morceler, en fait, de diviser, et finalement de faire appel à une donneuse extérieure. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça montre finalement les liens quand même qui existent entre la GPA et le don d'ovocytes. C'est-à-dire que la GPA implique une pratique de don d'ovocytes. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce sont les mêmes agences qui gèrent les dons d'ovocytes et les GPA. Ce n'est pas le modèle du don de sperme qui est un modèle approprié pour comprendre le don d'ovocytes. Je crois que les problématiques, de toute façon, la question finalement qui est la mère, se pose d'une façon différente entre le don d'ovocytes et la GPA, mais avec une radicalité, un extrémisme différent, mais elle se pose quand même dans les 2 cas. Donc il y a une forme de continuum quand même dans ces 2 pratiques. Bon. Sur la GPA, peut-être un mot quand même sur les questions éthiques. Bon. Il y a 2 grandes catégories de positions sur la GPA. J'en dis un mot. D'un côté, celles qui estiment qu'elle constitue une exploitation de la femme, l'argument étant l'utilisation patrimoniale du corps humain. De l'autre, celles qui estiment qu'une GPA éthique exercée dans des conditions encadrées serait moins sauvage que celles qui ont cours aujourd'hui. D'un côté, ceux qui soutiennent que payer une femme pour une GPA favorise une pression exercée sur elle pour lui faire faire ce geste. De l'autre, ceux qui estiment au contraire que c'est le fait de ne pas indemniser qui expose la mère porteuse à des examens médicaux et des tests sans contrepartie. Et donc ne pas payer est encore pire que payer, puisque finalement ça les conduit davantage à réfléchir au juste prix plutôt qu'à s'interroger sur le fait de payer ou de ne pas payer. C'est-à-dire l'opportunité, c'est plutôt combien on paye plutôt que est-ce qu'on paye. D'un côté, nous sommes nombreux, je pense, dans le champ de la périnatalité, à estimer que la GPA constitue une scotomisation des premiers liens, et notamment des liens in utero, et porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, et de l'autre, une position qui consiste à récuser cet argument comme paternaliste, essentialisant, et qui logerait toutes les femmes à la même enseigne. D'un côté, celle qui estime que la GPA sert avant tout les intérêts des hommes, notamment des homosexuels, et porte atteinte aux droits des femmes, que, de façon même plus extensive que ça, l'AMP a été construite à partir de l'envie des hommes pour les fonctions procréatrices des femmes, et de l'autre, celles qui soutiennent que les donneuses sont libres de décider du rapport qu'elles entretiennent à leur corps, et que certaines d'entre elles sont heureuses de donner. Par exemple, Elisabeth Badinter peut trouver tout à fait normal qu'on introduise une GPA éthique au nom du fait qu'une femme peut avoir du plaisir à être enceinte, mais pas à élever un enfant.
Bon, dans ces interminables débats, on ne va pas rentrer dans... Mais je crois qu'il y a un paradoxe quand même qui est intéressant, c'est comment comprendre que ce soit en matière de GPA ou de transaction des ovocytes, comment comprendre que les acteurs qui marchandisent le corps reproducteur persistent à invoquer une rhétorique du don et de l'altruisme. Hein? Comment est-il encore possible de parler de don dès lors que donneurs et receveurs procèdent à des transactions marchandes aussi hautement rémunérées? Pourquoi le terme de pourvoyeuse ou de fournisseuse d'ovocytes ou d'utérus n'est pas plus approprié? Et pourquoi, finalement, un produit comme un ovocyte n'est pas assimilé à un produit de consommation? D'ailleurs, dans les discours sur la GPA, une parenthèse, hein, c'est gestation pour autrui. Le pour autrui sous-entend d'emblée que le geste de la donneuse serait altruiste, généreux et gratuit. Pourtant, on le sait, dans les pays où le don, qu'il soit de gamètes ou de gestation, n'est pas rémunéré, le recrutement des donneuses est difficile. En France, le législateur a même dû introduire une contrepartie au don d'ovocytes en autorisant les donneuses à conserver leurs propres gamètes en vue d'une utilisation ultérieure éventuelle. Cette contradiction entre des pratiques marchandes et des discours teintés d'altruisme n'apparaissent jamais en matière de don de sperme. Les acteurs n'ont aucun scrupule à rattacher ce geste à leur motivation financière. Et je cite René Alméling, qui est sociologue qui a travaillé sur le don d'ovocytes et de sperme. De toute façon, il l'aurait fait quand même. René Alméling suggère que le terme de don, cet emploi du terme de don, est doublement utile. Il éloigne de la receveuse d'ovocytes toute représentation d'elle-même comme d'un commanditaire qui achète son bébé et met à distance de la donneuse l'image d'une vendeuse d'enfants. L'emploi de ce mot participe à l'effacement des conflits d'ambivalence des donneuses et des receveuses en y substituant une image idéalisée de la maternité conforme aux archétypes traditionnels. Tout soupçon que l'enfant puisse être un objet de transaction, un bien de consommation, est effacé. Compte tenu de l'importance des conflits de rivalité qui traversent les donneuses d'ovocytes, notamment les travaux de Marion Cano, on peut faire l'hypothèse que la rhétorique du don vienne effacer l'image de la donneuse perçue comme une rivale susceptible d'exercer des représailles sur le couple receveur. Eliette Abécassis, qui n'est pas psychologue, mais propose une hypothèse d'une autre nature. Selon elle, il y a vraiment une fiction de l'altruisme ici, qui est le fruit d'une déformation du langage. Le but est d'effacer la réalité marchande qui porte sur le corps des femmes. Parler de don reviendrait, selon elle, à introduire une forme de novlangue dans les pratiques de PMA pour nier l'émotion, les risques et les pressions auxquelles les donneuses peuvent être soumises. Cette rationalisation qui passe par le langage vient imposer des mots et des définitions s'écartant le plus possible de la réalité, comme pour soutenir la prétention et la vanité de la faire disparaître, ou tout le moins de la maîtriser. Et en effet, les données attestant que la compensation financière constitue une incitation importante à réaliser le don, réalité qu'il est difficile à supporter pour les donneuses qui en bénéficient. Alors, construite par les acteurs de marché, finalement, cette rhétorique de don est une forme de bouillie du cœur, c'est la formule de Hegel, une bouillie du cœur, qui donne une forme de légitimité à des pratiques qui reproduisent une forme de domination sur le corps des femmes. Alors, il y a un documentaire dont le titre est Eggsploitation, egg comme ovocyte, qui a été diffusé en 2010 sur CBC par Justin Braid et qui donne la mesure des effets pervers et des risques médicaux du don d'ovocytes, souvent banalisés. Les patientes regrettent les effets secondaires des traitements et sont laissées avec le sentiment d'avoir été manipulées par des commanditaires et professionnels de l'AMP qui utilisent une rhétorique toujours empreinte de clientélisme. Et là, à ce sujet, quand même un mot aussi ici. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette rhétorique du don une forme de communauté de déni dans l'AMP ? Un déni qui consiste à camoufler les enjeux financiers et commerciaux liés à la commercialisation du don. Déni, finalement, qui vient trahir l'investissement psychique dont les gamètes sont l'objet. Et qui, loin de se réduire à un matériel biologique banal, ont souvent pour les donneuses un statut de pré-embryon. Et finalement, cette rhétorique du don vient montrer aussi à quel point il y a un investissement symbolique de la maternité, on ne trouve pas du côté du don de sperme,
comme si finalement l'ovocyte était considéré déjà comme une préforme d'embryon. Bon, j'avais prévu de continuer un petit peu sur la question de la bioéconomie. J'en dis un mot, question. Hein? Bon. J'en peux pas, bon. Ça va? Vous avez des questions? Peut-être on peut... Non, c'est très très passionnant. Peut-être si vous pouviez parler un tout petit peu moins vite. Ah, pardon. Parce que c'est très riche en données. Alors je vais plus doucement. Non, mais... Bon, j'ai utilisé des disciplines qui sont différentes finalement de la psychologie pour essayer d'aborder le phénomène de l'AMP. C'était ça un peu le pari, puis je finirai quand même sur la position clinique, mais l'idée c'est de dire finalement, on est psychologue clinicien, c'est vrai, on écoute les patients, la psychopathologie, etc., mais il y a peut-être d'autres cadres qui nous permettent de penser l'AMP, et notamment l'économie. Et là, je crois qu'on peut être sensible à ces forces économiques et sociales. Dans un ouvrage qu'une chercheuse canadienne qui s'appelle Cécile Lafontaine, a écrit, Le corps sous marchandise, elle propose de comprendre l'AMP à partir du paradigme économique. Et franchement, je crois qu'on ne comprend pas grand-chose à l'AMP si on ne part pas aussi de ce paradigme-là. Comment comprendre que l'AMP se soit imposée de façon aussi rapide en 2 décennies, en surmontant les nombreuses résistances qu'elle a suscitées? Sarah Franklin, qui est une sociologue américaine de la reproduction, écrit « De la même manière que l'industrie textile ne peut s'expliquer par le désir d'avoir des vêtements, la fécondation in vitro n'est pas simplement une réponse au désir d'enfant. » Alors, à quoi répond-elle? N'y a-t-il pas, si vous voulez, dissimulé derrière ce que disent les patientes, indépendamment de leur trajectoire individuelle très singulière, n'y a-t-il pas quand même des forces économiques, un cadre, un métacadre quand même? Bon. L'hypothèse de Cécile Lafontaine est la suivante. Depuis les années 70, ça va être un peu économique, mais je vais essayer de faire... depuis les années 70, les économies occidentales redoutent la baisse tendancielle de la croissance potentielle. Elles se seraient mises en quête de nouveaux leviers de croissance. Parce qu'elle permet de concilier croissance, progrès technologique et préservation de l'environnement, la bioéconomie s'est imposée comme un modèle de croissance à haut potentiel dans les sociétés économiques occidentales. Par bioéconomie, on désigne un modèle économique qui a été diffusé je crois par un rapport de 2015 de l'OCDE, où la valeur ajoutée ne provient pas de l'investissement ou de la démographie, c'est-à-dire du travail ou du capital, qui sont les 2 facteurs de production néoclassiques traditionnels, mais de l'exploitation technologique des ressources cellulaires du corps humain. S'appuyant sur la révolution de la culture in vitro, qui permet de maintenir hors de l'organisme des cellules vivantes, capables de se multiplier, d'être maintenues en vie, la bioéconomie permet la manipulation et l'exploitation de tissus, cellules, organes et fluides du corps dans un but thérapeutique ou de recherche. Ce matériel biologique, et j'ai appris à cette occasion qu'il y avait des banques de sang, de cordons placentaires, ombilical, sang placentaire aussi, cellules embryonnaires, moelle osseuse, contiennent en fait une grande plasticité, une grande résistance à la congélation qui leur confère une valeur économique à la hauteur des espoirs qu'ils suscitent pour le soin. La valeur qui est attribuée aux cellules, et notamment aux gamètes, est indissociable de leur potentiel spéculatif. Ce potentiel a pour socle l'idée, c'est ce que tu disais, selon laquelle la recherche sur les cellules souches, et notamment les cellules souches pluripotentes, constituées par les embryons, permettrait de lutter contre les effets du vieillissement. Les applications vont du diabète à l'infarctus du myocarde ou à la maladie de Parkinson. Mais le contraste entre l'engouement financier et politique suscité par la bioéconomie et la réalité des applications concrètes, très marginales, autorise Cécile Lafontaine à parler de bulles spéculatives. Et elle écrit « Au même titre qu'il est incontestable que l'exploitation intensive des ressources naturelles, pétrole, charbon, a été transférée de manière indifférenciée sur des espèces vivantes, céréales, légumes, bétail, vous voyez où je veux en venir,
on peut difficilement nier que ce modèle s'applique en médecine reproductive de manière concrète. L'étape de stimulation transforme littéralement le corps féminin en une usine reproductrice, dans la mesure où l'objet du traitement hormonal est d'augmenter le nombre et le rendement des ovocytes produits. Cette évolution capitalistique préoccupante l'est particulièrement en ce qui concerne les applications du diagnostic préimplantatoire. Un ouvrage américain de Thomas Gridley, qui est chercheur à Harvard, qui s'appelle « The End of Sex », prédit qu'une baisse tendancielle du prix du diagnostic préimplantatoire sur les embryons devrait permettre son industrialisation. C'est-à-dire, à mesure qu'on obtient, si vous voulez, en fait, finalement, l'idée, c'est qu'il y a une logique de recherche, une logique d'exploitation de ce matériel qui va au-delà de la question thérapeutique. On voit aux États-Unis, l'exemple, c'est par exemple les donneuses qui donnent pour la recherche embryonnaire, donner des ovules, des ovocytes, pour constituer des embryons qui vont eux-mêmes servir dans le cadre de ces recherches. Alors, dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, il dit finalement, si le prix baisse, aujourd'hui c'est cher, mais on peut être à 3 000, 2 000, on va arriver à 1 000, puis ensuite à 500. Si la baisse tendancielle du prix du diagnostic préimplantatoire s'accentue, le dernier obstacle à une industrialisation des tests embryonnaires sera la ponction des ovocytes, qui est encore invasive. Mais la recherche sur les cellules pluripotentes induites, ce sont des cellules qui peuvent être finalement... c'est une technique qui permet de reprogrammer des cellules, par exemple de peau, en cellules en gamètes, tout simplement. C'est-à-dire qu'on induit une cellule pluripotente qui peut se reproduire à l'infini. Une cellule germinale est construite en fait de toutes pièces, finalement, par la recherche. Elle permettrait, dans un délai de 15 à 20 ans, de constituer pour chaque individu un stock suffisant d'embryons. C'est-à-dire, finalement, au lieu de faire appel à une ponction d'ovocytes ou un don de sperme, on devrait parvenir, normalement, à récupérer des gamètes à partir des tissus, de la peau, par exemple. Et pour un homme ou pour une femme. C'est-à-dire qu'à partir d'un tissu d'une femme, on pourrait obtenir des ovules ou des spermatozoïdes. Bien sûr qu'il y a un caractère de science-fiction, mais néanmoins, on peut anticiper aussi ça. On peut aussi réfléchir à ça et se demander ce que ça nous fait à nous, parce que ça remet en cause quand même un certain nombre de représentations, de se dire que demain, des patientes comme Ariane vont aller avoir des examens très extensifs, produire de façon en batterie finalement des embryons et pouvoir faire des tests à des prix tout à fait raisonnables. Et l'analyse de Thomas Gridley de dire finalement le sexe va rester une activité récréative, mais ne sera plus une activité procréative. Alors certes, c'est 3 ou 4% aujourd'hui, l'AMP, c'est même pas des naissances, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un article très intéressant de la revue The Atlantic qui est paru en 2016, qui a fait beaucoup couler d'encre, qui s'appelle c'est pas The End of Sex, mais c'est pourquoi les jeunes n'ont plus de relations sexuelles aux États-Unis. Et c'est une étude sociologique assez importante qui montre la chute assez forte des relations sexuelles dans le couple. Si on prend, si vous voulez, ce paysage comme ça, qu'on agrège les données, qu'on essaie de regarder un petit peu comment se construira la reproduction dans 20 ans, on peut tout à fait établir un tableau dans lequel la prédiction de Thomas Gridley est possible. Je ne dis pas qu'elle va se réaliser, je ne suis pas là pour faire des... Je ne suis pas un oracle, mais... Bon. Bon, alors... Hein ? Ça enferme, oui. Alors, peut-être pour conclure... Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est excessif peut-être de dire qu'il n'y en aura plus, mais néanmoins, qui se serait attendu à ce qu'il y a 20 ans ? Bon, on en soit là. Difficile quand même de... En fait, finalement, ce qui est préoccupant, c'est le niveau d'investissement des structures privées dans ces recherches-là. Bon, finalement, ce sont elles qui subventionnent. Alors, bon, on va revenir un peu à nos métiers. Les nouveaux usages des biotechnologies confrontent les cliniciens à des défis éthiques et cliniques inédits. Parce qu'ils sont intimement liés à des interrogations portant sur la différence des sexes et le rapport au vivant, les technologies de la reproduction suscitent chez nous des contre-attitudes d'une grande diversité qui pourraient nous faire perdre nos positions de neutralité.
J'en veux pour preuve en 1993, dans un numéro de la Revue française de psychanalyse, on était en 93, hein, qui s'appelait Malaise dans la procréation. Sylvie Faure-Pragier intitule son article « L'insoutenable neutralité du psychanalyste face à la bioéthique ». Et Geneviève Delézy, dans le même numéro, « Peut-on rester psychanalyste quand on s'occupe de procréation artificielle ?» Ces questions sont quand même aujourd'hui très actuelles. Deux positions cliniques sont répandues parmi nos collègues. On peut les examiner un instant. La première, elle consiste à résister face à l'émergence des technologies en invoquant l'argument de la transgression. Je vais citer, c'est pas grave si je suis enregistré, mais on en trouve une illustration assez parlante dans l'ouvrage de Jean-Pierre Winter sur l'homoparentalité, ou celui de Myriam Sedger, écrit avec René Friedman sur la GPA. La position éthique, que je ne critique pas, sous-jacente, est d'affirmer que la commercialisation des gamètes, l'AMP, peut porter atteinte à l'intérêt du bébé et peut constituer une corruption du corps de la femme qui ne supporterait aucune forme de réforme ou d'aménagement. Première position. La deuxième position s'épanouit plutôt dans un relativisme assumé qui récuse l'existence d'une position éthique immuable. À son frontispice, on pourrait lire l'invocation « au nom de la clinique ». Cette approche inductive, finalement, écoutons la clinique, on verra après, présente le désavantage d'idéaliser la clinique en considérant que le terrain est nécessairement détenteur d'une vérité. Geneviève Delézy de Parseval ne voit aucune difficulté éthique à accepter la triparenté, la GPA éthique, voire même l'utérus artificiel. Son argument consiste à affirmer que toutes les demandes sont affectivement justes. Les uns et les autres ont recours à un argument anthropologique. Pour les premiers, ils soutiendront que les biotechnologies transgressent des lois fondamentales, notamment en s'appuyant sur la Bible. Dans le livre dont je te parlais, la GPA devant la Bible, donc cet argument comme ça de textes fondamentaux, anthropologiques, religieux. Les seconds s'appuient au contraire sur cette même anthropologie, notamment les travaux de Françoise Héritier ou de Claude Lévi-Strauss, pour montrer que toute société a trouvé des techniques pour contrôler la reproduction, contourner la stérilité, et que par conséquent, rien de nouveau sous le soleil. Je n'ai pas de réponse à ces deux positions, je ne sais pas. Mais je peux et je dois travailler comme clinicien à partir de la dynamique transféro-contre-transférentielle, qui est mon seul et unique outil de travail. Je reviendrai donc à la clinique. Je vous ai parlé au début de mon exposé d'une patiente, brièvement, Ariane. De cette prise en charge, je garde le sentiment d'un échec sur lequel je propose de conclure. Ariane, donc, achetait ses ovocytes pendant nos rencontres. Ariane résistait. Son énonciation, ses attitudes, le contenu de son discours traduisaient une position de fermeture à toutes mes tentatives de l'approcher. À mesure que l'espace transitionnel de la consultation se réduisait, Ariane et moi nous replions chacun dans nos retranchements, les miens étant hantés par des questions éthiques, dont je vous ai fait part. Ce travail de psychologue n'est-il d'ailleurs qu'une supercherie en AMP ? Suis-je la chambre d'enregistrement de toutes les transgressions de cette patiente, etc. Ariane semblait déteindre sur moi et son affirmation négative s'infiltrait dans ma psyché. Mais n'était-ce pas le contraire ? N'était-ce pas moi ? Choqué par ces démarches qui me suis fermé et par ricochet qui lui fermait l'accès à mon écoute. Ces résistances n'ont-elles pas été amplifiées par les miennes ? La torsion et au fond le ratage de la prise en charge ne se serait-il pas construit dans ma tête davantage que dans celle de la patiente ? Pour qu'il y ait une parole, dit-on, il faut qu'il y ait une écoute, d'abord. Je garde de ces quelques consultations un sentiment d'échec comme si la fixation sur les enjeux éthiques avait paralysé ma pratique. Et nous avait entraîné, elle et moi, dans une position de refus partagé. Après coup, j'ai réfléchi un petit peu autour de cet échec, disons. Un texte m'a paru très important pour comprendre ce qui s'était produit et peut s'avérer utile à tous ceux qui travaillent dans un champ qui mobilise des angoisses liées à l'éthique. Il s'agit d'un texte de Francis Pache, « L'antinarcissisme ». On est dans ce texte, on est dans le contexte du débat sur le narcissisme primaire, la question de l'objet pour le bébé, etc. Mais il ne s'agit pas de rentrer là, sur ce terrain-là. Francis Pache, dans ce texte, propose l'idée selon laquelle il existerait pour chaque sujet, et pour le bébé donc,
une tendance originelle à se déprendre de lui-même, à céder sa libido au profit éventuel de ce qui est dehors. Il observe qu'un bébé ne peut accueillir le secours de l'autre qu'à condition de renoncer à une position psychique d'omnipotence. Mais cet appauvrissement du sujet en faveur de l'objet n'est pas délétère. Elle s'accompagne simultanément d'une imprégnation à l'autre. Parce que, dit Francis Pache, le sujet n'est pas un trou, n'est pas un creux, n'est pas un rien, il ne peut donner aux objets quelque chose de lui-même sans le soustraire de soi. Sans le soustraire de soi. C'est bien formulé quand même. Mon point n'est pas de revenir sur le travail de Pache, mais d'utiliser cette fiction pour interroger notre position clinique. Pache dit une chose à un moment donné, il dit « l'accès au monde n'est pas gratuit ». En d'autres termes, il y aurait comme un renoncement originel du sujet pour accueillir l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, nous aussi, que l'accès à la clinique n'est pas gratuit ? Au-delà de la règle selon laquelle l'écoute doit être libre des préjugés, n'y a-t-il pas une dimension de perte, de renoncement nécessaire pour exercer ce métier ? Ce prix à payer, Adam Phillips le définit comme une série de capacités négatives. Nous ne sommes capables que d'une attitude en creux. C'est ce qu'il dit de la position clinique. Nous ne sommes pas capables de dire le bien et le mal, l'éthique et le transgressif. En tout cas, c'est pas mon cas. Enfin, c'est mon cas, je n'en suis pas capable. Selon lui, notre métier consiste à accepter d'être embarrassé, d'être perdu, d'être impuissant. Accepter d'être impuissant sans chercher le refuge d'une morale, d'une religion ou d'une loi de bioéthique qui nous servirait d'abri pour penser. Voilà la seule tâche qui nous incombe. Ce relativisme pourrait à la fois être temporaire et sincère. Temporaire parce qu'il n'implique pas une passivité fantasmatique du clinicien qui reste toujours libre de ses associations. Temporaire parce qu'il n'invite pas à laisser de côté la psychopathologie et à abandonner nos références théoriques. Mais sincère. Ce qui veut dire accepter pleinement le désagrément que des pratiques comme la GPA peuvent nous infliger en nous abstenant de répondre du tac au tac aux patients « Ne touche pas à ma mère ».